Bonjour Jean, bonjour David. Je suis heureux de vous avoir avec nous ce matin pour un premier format autour de millésime gestion privée qui se veut pour le cabinet une allocation corps. On vous a confié cette gestion parce que vous avez des résultats historiques extrêmement intéressants. Et pour présenter en deux mots DSCA, c'est aujourd'hui 33 milliards sous gestion, c'est 46 fonds gérés, 170 collaborateurs, dont 60 gérants et analystes. Donc c'est une société qui a une très belle histoire et une vraie capacité à faire un bon travail. Avant je vais vous laisser à tous les deux prendre la main et nous présenter vos travail sur millésime gestion privée, en sachant que avant de rentrer sur l'exercice de 2024 et puis ce qu'on peut attendre de l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les excellentes performances que vous avez eues l'an dernier, avec une exposition très faible en action, et pour autant vous avez sorti 8,5 de performance. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels ont été les moteurs de cette excellente gestion? Merci. Bonjour, bonjour Michel, bonjour Danae et bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Michel. Alors effectivement, comme tu le disais, l'année 2023 a été somme toute une année assez peu homogène sur la régularité des performances, que ce soit sur les actions et sur les obligations. Ce qu'on peut dire, c'est que fondamentalement, cette performance de 8,5%, comme tu le précisais, s'est faite avec un niveau d'exposition plutôt prudent une grande partie de l'année. Vous le voyez en fait sur ce graphique, la partie en bleu foncé représente ce niveau d'exposition action et d'un niveau de début d'année qu'il ne fallait pas rater, puisque c'est là aussi où on a réussi à capitaliser sur la performance de 2023, et bien d'un niveau d'exposition qui a tourné autour de 50-60%, avec notamment un positionnement sur le Nasdaq assez agressif, sur les valeurs de croissance américaines. Et bien tout de suite après, à partir, on va dire, du milieu du deuxième trimestre, on a abordé une approche relativement prudente, puisque cette exposition action est passée de 50 en moyenne sur un niveau en dessous des 30. Alors, on a essayé de gérer aussi un peu activement dans ce périmètre, mais entre 20 et 30% d'exposition action. Cette exposition action, elle a été renforcée d'ailleurs sur la fin d'année, mais au final, dans le ventre mou finalement de l'exposition action qu'on a pu avoir une grande partie de l'année, ben, c'est pas sur cette partie-là finalement que les marchés d'action ont le plus rebondi. En gros, sur l'année 2023, il fallait être exposé en début d'année et en fin d'année, et au milieu, finalement, bon an mal an, c'était plutôt de la volatilité. Voilà, donc on a profité de cette exposition action. Donc toujours, ce qui est important, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut jamais dissocier l'exposition action et ce que vous avez comme exposition action. Il y a des grandes disparités évidemment en termes de zone géographique, en termes de style. Si vous êtes positionné sur des petites capitalisations, l'année 2023 a été encore une année difficile. Si vous étiez sur des très grandes capitalisations des valeurs de croissance américaines, c'est là où vous pouviez tirer toute la substantifique moelle du rebond des marchés d'actions. Alors, 2023, c'est le pendant parfait de 2022 sur les actions, puisque après la forte correction de l'ensemble des classes d'actifs de 2022, 2023 a vu aussi la bonne performance des marchés obligataires. Mais là aussi, de façon peu homogène, on n'a pas eu un long fleuve tranquille toute l'année, et c'est plutôt à partir de la fin d'année où, quand les banques centrales ont globalement dit qu'elles avaient fini de monter
leur taux directeur que les marchés ont connu un rebond relativement important. Une des très bonnes contributions à la performance, et ça c'était aussi un de nos vecteurs d'exposition dès 2022, c'est la poche qu'on va qualifier un peu alternative, performance absolue, qui a généré une très bonne performance et surtout une décorrélation. Comme vous avez peut-être pu le constater, en 2022 comme en 2023, les marchés actions et de taux sont restés quand même plutôt corrélés. Et donc, en 2022, on n'avait pas envie d'avoir d'obligataires. C'est là où on s'est positionné sur des stratégies un peu plus alternatives qui étaient capables de délivrer de la performance indépendamment des autres marchés et surtout d'offrir cette décorrélation. Alors, évidemment, on a aussi fait des mauvais choix. Alors, si on raisonne, on aurait pu avoir une approche prudente telle qu'on l'a eu un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire potentiellement à partir du mois de juin, on a raté un mois et demi de poursuite du rebond. Et deuxième point, on avait initié des positions sur le marché des actions chinoises qui, depuis la crise du Covid, présentaient un fort écart de performance par rapport aux marchés développés. Il ne faut pas oublier que la Chine reste quand même une des principales économies mondiales. Et donc, de ce fait, la réouverture post-Covid nous présentait pour nous des opportunités à la fois en termes de croissance, de valorisation. Alors, on y a cru pendant un mois et demi, tout début 2023, et le soufflet chinois est vite retombé dès le mois de février-mars. Donc, c'est une position qu'on conserve, qui présente pour nous toujours des opportunités, mais voilà, il faut encore que le mécanisme se mette en place. Et voilà, c'est une des déceptions de 2023. Sachant que sur cette position, hein, pour que vous ayez bien toutes les informations, le poids sur cette position Chine était entre 2 et 3%. Donc, ce n'était pas une position qui est une position quand même avec un poids qui nous permettait de garder cette position et de ne pas devoir la couper dans ces événements un peu adverses par rapport à ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on essaye de travailler beaucoup avec David, c'est que quand on initie une position, toujours essayer dans une construction de portefeuille de bien mettre un poids qui nous permet de la garder même si pendant quelques semaines ou quelques mois, on a tort. C'est le pire pour un gérant, c'est d'avoir raison trop tôt et donc d'avoir une position peut-être trop élevée au départ et de devoir la couper voilà, quand on a tort et de ne pas prendre le rebond derrière. Et ça, c'est vraiment très frustrant pour chaque gérant. Donc nous, dans notre construction de portefeuille, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'essayer d'allouer tout ce qui est allocation d'actifs, et c'est pour ça qu'on en a mis qu'entre 2 et 3%, puisque c'était pas le but, il y restait encore pas mal d'interrogations, et donc on essaye de sizer suffisamment correctement la position pour pouvoir la garder. Contrairement au Nasdaq, où là on était un peu plus sûr de nous, étant donné les niveaux de valorisation et la forte baisse, et puis en plus un début d'année quand même assez fort sur ces titres-là, où on a permis d'augmenter nos positions là-dessus. Et donc, on était pratiquement entre 5 et 7% à un moment sur cette position début 2023. Donc, il y a toujours dans cette construction de portefeuille la volonté de pouvoir soit de garder les positions sur lesquelles on a des convictions et de pouvoir les augmenter quand le scénario se met en validation par rapport à nos convictions. En tout cas, et on y reviendra pour les perspectives de cette deuxième partie de l'année 2024, où évidemment la question que tout le monde peut se poser, c'est après le rebond de 2023, après un début d'année qui est somme toute assez important sur les classes d'actifs risqués. Est-ce qu'il reste du jus? Alors oui, il reste du jus sur des sous-classes d'actifs
actions. Tout le monde a sûrement en tête les petites et moyennes valorisations, de capitalisation, pardon. La Chine fait également partie des vecteurs de relais des marchés actions. Et puis après, toujours tout ce qui peut être lié à l'IA, à certains secteurs de l'intelligence artificielle, directement ou indirectement. Voilà, Michel, ça répond à tes questions. Tout à fait. Donc, moi, je vais vous poser la question. Donc, la Chine, non, en 2023, et ça me permettait une transition sur 2024, mais tu as commencé à y répondre, David. Donc, ça veut dire que, quels vont être pour vous, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces premiers mois 2024? Et dans la foulée, si vous voulez bien, j'ai une deuxième question, c'est quels seront pour vous les moteurs de performance sur MGP pour cette fin d'année? Oui. Alors voilà, premier bilan sur l'année 2024, où voilà, globalement avec un niveau d'exposition moyen qui a été rehaussé, ce qui n'était pas forcément intuitif compte tenu de la bonne tenue des marchés d'actions, notamment sur le dernier trimestre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, il y a eu une espèce d'euphorie qu'on a peut-être pu qualifier d'exagérée pour nous, à partir du moment où les banquiers centraux, notamment M. Powell, le banquier central de la Réserve américaine, a dit que ça y est, on a fini de monter les taux et le prochain mouvement sera une baisse. Et là, derrière ça, il y a eu une forte exagération des anticipations de baisse de taux pour l'année 2024. Donc, cette approche de 2024, pour nous, devait privilégier une approche relativement prudente. Et vous le voyez, le début d'année, sur la première quinzaine, même on va dire presque le mois de janvier, on a eu cette position un peu d'attente sur la partie d'action. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'attendre un peu plus sur les actions quand vous avez une rémunération de l'obligataire, même sans prendre beaucoup de risques, qui est relativement sympathique. Et on a vu que finalement, malgré le fait qu'il y avait cette espèce d'euphorie, les marchés d'actions avaient envie de payer. Et donc, naturellement, on s'est mis en position, alors certes, un peu aux aguets, mais on a remis du risque pour se repositionner à autour de 40%, 40, 45 même à certains pics sur l'exposition action. Alors, il y a effectivement finalement des marchés qui sont restés, comme je le disais, assez résilients, malgré le fait qu'au fil des mois, les données économiques, ce qui pouvait être aussi dans l'anticipation des baisses de taux, c'est du ralentissement économique, de la baisse d'inflation. Force est de constater que l'économie reste extrêmement robuste, que le marché de l'emploi reste extrêmement robuste. L'inflation a baissé, certes, mais elle a baissé quand même à un rythme beaucoup plus faible que ce qui pouvait être anticipé. Et bien, malgré ça, malgré ces données qui auraient pu voir les valeurs qui avaient le plus rebondi sur le dernier trimestre 2023, les valeurs de croissance, toutes les valeurs qui sont très liées à l'environnement de taux, et bien, ces valeurs-là se sont bien comportées. Mais pas que. Finalement, tout a un peu payé, sauf finalement les petites capitalisations qui sont, entre guillemets, vraiment les plus sensibles à un environnement de taux élevés. Les valeurs intermédiaires, les mid-cap, elles se sont plutôt pas trop mal comportées, mais voilà, globalement, le marché avait envie de payer et donc on reste opportuniste. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête dans cette gestion de millésime gestion privée, c'est que on essaye d'être pragmatique. On ne reste pas forcément campé sur des positions qui peuvent être lourdes à porter. C'est toujours un peu la différence entre conviction et entêtement. Donc, notre projection sur l'année 2024 était quand même
positif sur les marchés d'actions. Je pense que ça va rester positif sur l'année 2024. Donc, voilà, globalement, on a augmenté cette exposition action sur ce seuil de 40%. Qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue géographique? Toujours, et c'est l'attrait de ce produit-là, une très bonne diversification en termes de zones géographiques. Donc, bon, toujours notre Chine, toujours des actions émergentes, des actions américaines, des actions européennes et surtout au sein de ces différentes poches, eh bien, toujours cette diversification en termes de style, hein, des valeurs de croissance, des valeurs un peu plus décotées, des valeurs qualité, ce qui nous permet d'offrir finalement cette dynamique de performance plutôt régulière, même sur ce début d'année 2024. Jean, si tu veux compléter, peut-être. Donc, sur cette année 2024, alors on a toujours les deux relais de performance, hein, ce que je vous ai mis en haut à gauche. Donc, toujours l'obligataire, surtout sur des fonds de performance absolue, parce que comme le disait David, on est passé sur une estimation des marchés de 6 baisses de taux en début d'année pour les États-Unis, à voire même pas 2 actuellement. Donc, on reste sur cette stratégie d'obligataire, un peu de performance absolue, pour naviguer entre ces baisses de taux et ces estimations du marché qui peuvent passer de l'extrême à l'autre. Donc, c'est eux qui ont toute cette stratégie qui peut permettre d'afficher des performances largement positives par rapport à des indices classiques comme on a, hein, si on veut un peu résumer, un indice classique actuel sur de l'obligataire reste négatif sur la partie longue de courbe et à peine flat sur la partie courte de la courbe, donc en termes de duration. Sur ces fonds de performance absolue, on est plutôt sur des performances entre plus 2 et plus 4%. Donc, on va vraiment… Peut-être juste pour expliquer pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui sont peut-être un peu moins familiers avec les marchés obligataires et ces notions de performance absolue. Ce sont des produits qui ne sont pas uniquement dans des stratégies qu'on pourrait qualifier de portage. C'est-à-dire que vous achetez des papiers obligataires, vous avez un rendement à un moment donné et globalement, vous profitez de ce rendement-là. Ce sont des produits qui sont un peu plus complexes, qui ont cette capacité à générer de la performance un peu par tous les temps, c'est-à-dire qu'ils vont être très flexibles sur leur niveau d'exposition entre les différentes catégories obligataires, entre les obligations d'État, les obligations d'entreprise de bonne qualité ou moins bien notées, qui ont cette capacité aussi à se positionner sur des papiers à échéance courte ou plus longue, et puis surtout une approche qui peut être internationale, comme vous pourriez l'avoir sur les marchés d'actions avec à la fois des positions acheteuses, hein, une position positive sur certains segments, et puis vendeuses sur d'autres où vous pensez que ça peut se détériorer. Pour vous donner une idée et pour compléter les propos de Jean, à l'image d'un des produits maison dont on est très fier, sur l'année 2022, vous aviez des performances globales des marchés obligataires autour de moins 15%. C'est vraiment une année catastrophique sur l'obligataire. Eh bien, cette stratégie de performance absolue a affiché une performance de 5%. Donc, vous voyez, dans un environnement qui peut être adverse, avoir une stratégie est aussi importante que la classe d'actifs elle-même. Voilà. Donc, deuxième relais aussi pour cette année, donc c'est tout ce qu'on appelle alternatif, hein, c'est des fonds de position longue et position short aussi, avec souvent on utilise cette stratégie-là même avec une expo sur des produits qui ont une expo très faible en action, donc c'est bien complémentaire et bien décorrélé en termes de versus les marchés actions versus les marchés obligataires. C'est il y a une très bonne complémentarité. Et pour vous donner une idée, un fonds qui s'appelle JP Morgan Europe Absolute Alpha, le fonds avec très peu d'exposition actions, hein, pratiquement à peu près presque 10%, affiche une performance pratiquement de 10% cette année. Donc ça nous permet aussi d'avoir ce relais de performance. Ce qu'on a fait un peu de moins de bien, David en parlait, après avoir utilisé beaucoup le Nasdaq l'année dernière, donc des très grandes capitalisations de croissance, comme vous avez sur Nvidia, des positions sur Nvidia, des positions sur Apple, etc., de toute la technologie américaine, on pensait en ce début d'année que le relais allait plus sur les petites et moyennes entreprises. C'est pour ça qu'on a fait une position sur ce que je mets sur les SMID US, donc c'est les petites et moyennes entreprises américaines. En pensant que le relais de performance allait
être sur ce niveau de capitalisation des entreprises. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Les performances sont assez flat sur cette pratiquement 0% depuis le début de l'année, alors que les très larges caps sont à plus 10%. Donc cette position, comme je disais avant, pareil pour la position de la Chine, on est à peu près à 4%. On n'a pas voulu l'augmenter jusqu'à 8 parce que le scénario s'est pas matérialisé. Mais le jour où on s'aperçoit que voilà, on a une matérialisation et qu'on a un relais de performance sur cette petite et moyenne entreprise, on appuiera sur le bouton et on augmentera cette position. Donc vous voyez dans la logique de la construction d'un portefeuille, vous avez un socle de fonds sur lesquels on a une vision moyen terme assez positive, hein, donc cette bonne diversification avec soit des fonds proches des indices ou qui sont capables de générer historiquement de la performance. Et puis, c'est important de commencer à initier des positions qui présentent, soit par leur valorisation, soit parce qu'il y a eu un incident géopolitique ou autre, des niveaux de performance futures qui peuvent être relativement intéressantes. On ne capte rarement, même en étant devant nos écrans toute la journée, évidemment le point bas. Hein, donc c'est peut-être rassurant pour tout le monde, mais voilà, pour dire que c'est des positions qui s'initient progressivement et même si voilà, ça peut mettre plusieurs mois à se mettre en route, ce qui est toujours important, c'est de ne pas dénaturer le portefeuille et de ne pas se retrouver avec un portefeuille qui pourrait avoir 40-50% d'exposition action, mais sur des valeurs qui ne génèrent pas de performance. Donc, ce qu'il faut bien retenir, et ça, c'est vraiment un point que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est que l'exposition action est tout aussi importante que le sous-jacent et le style de gestion que vous pouvez avoir. Donc, il y a aujourd'hui pas mal d'opportunités, des classes d'actifs qui pourraient un peu subir des prises de profit, hein, comme peut-être les grandes capitalisations ou pas. Voilà, donc on reste diversifié, mais en tout état de cause, il faut avoir toujours cette bonne diversification et commencer à initier ce que j'appellerais des relais de performance futures, tout en mettant des positions qui vous permettent de garder ces positions sans trop souffrir si vous êtes dans un scénario adverse. Donc, merci. Si je peux me permettre, excuse-moi de te couper. Je voulais rebondir sur les taux et comment une baisse des taux pourrait influencer ou quelles conséquences ça pourrait avoir en fait sur le fonds millésime gestion privée selon vous? Alors, il y a deux choses, hein, Danae, c'est que quand vous raisonnez sur un marché obligataire, on raisonne sur ce qu'on appelle une courbe de taux, c'est-à-dire c'est la représentation de ce qu'offrent les obligations, que ce soit une obligation d'État ou une obligation de crédit, en fonction de sa maturité. Donc, une logique de courbe classique, ça serait une courbe qui serait voilà, pentue. Normalement, vous êtes normalement rémunéré pour porter une obligation plutôt à 10 ans par rapport à du 1 an ou du 2 ans. C'est, je dirais, la forme classique d'une courbe de taux. Ce qui s'avère aujourd'hui un peu problématique, je dirais, c'est que vous avez une courbe qui est inversée, c'est-à-dire que vous avez des maturités très courtes qui, on va dire, subissent l'ancrage des taux monétaires, donc qui sont sur des niveaux relativement élevés. Vous le voyez ici sur ces graphiques. Donc, les graphiques de gauche, ça représente la courbe américaine et à droite, la courbe européenne. Donc, vous voyez, vous avez les taux directeurs de la Réserve fédérale qui sont à 5,50. Un taux à 2 ans, aujourd'hui, c'est une rémunération de 5,04. L'écart qu'il y a entre les taux de la Réserve fédérale et les taux à 2 ans, c'est juste les anticipations de baisse qu'il peut y avoir. Et ce qui est un peu plus surprenant, c'est que les taux à 10 ans offrent une rémunération qui est plus faible. Donc,
pour répondre à ta question de façon précise, si on a des baisses de taux, donc si la réserve fédérale passe de 5,50 à 5, par exemple, il y a ce qui est déjà anticipé par le marché et ce que va anticiper le marché par la suite. Donc, si vous êtes sur des maturités courtes, eh bien, le rendement va passer peut-être de 5 à 4,75. Donc là, vous allez profiter d'un effet performance. Je le rappelle, hein, quand les rendements baissent, c'est le prix qui monte. Donc, vous allez profiter mécaniquement de ces baisses des taux de la réserve fédérale. Mais il y a cet effet démultiplicateur théorique, ce qu'on appelle la sensibilité, c'est que plus vous êtes sur des parties longues, plus vos obligations sont sensibles à ces variations de taux monétaires. Et aujourd'hui, vous le voyez, finalement, il n'y a pas d'intérêt à se positionner, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sur des maturités longues, parce qu'elles sont déjà dans une anticipation qui fait que ce n'est pas intéressant d'acheter les papiers. Un peu comme une action où vous dites, bah, effectivement, le potentiel de croissance, il est élevé, mais son niveau de valorisation est très élevé. Donc, c'est déjà intégré. Donc, là, de la même façon, une obligation à 10 ans qui rapporte du 4,70 est moins intéressante en couple rendement-risque qu'une obligation de court terme qui profite d'un effet, on va dire, portage assez intéressant, plus intéressant, mais un effet démultiplicateur plus faible. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, notre poche obligataire, elle se positionne structurellement sur des maturités courtes. On a eu tendance à augmenter un peu le positionnement sur la courbe en positionnant notre portefeuille sur des fonds un tantinet plus longs, c'est-à-dire de maturité 1-2 ans, on est passé sur des maturités allant jusqu'à 5 ans, mais on reste aujourd'hui sur du portage court terme et sur lequel en fait on peut se permettre d'avoir un risque crédit qui est plus élevé. Vous le savez, une entreprise, c'est comme un ménage, plus elle est solvable, moins elle va payer un taux élevé pour pouvoir s'endetter. Et inversement, plus elle a un mauvais rating, elle a une mauvaise notation, plus elle va être obligée d'offrir au marché un niveau de rémunération élevé pour que les gens achètent évidemment son obligation. Eh bien, aujourd'hui, il y a de l'intérêt à se positionner sur le marché obligataire des entreprises en mixant bien des entreprises de bonne qualité, des entreprises un peu plus risquées qui offrent, et on peut peut-être passer sur le graphique, voilà. Juste une petite chose, est-ce que tu pourrais donner un exemple pour nos clients qui connaissent moins bien le marché obligataire d'une entreprise par exemple très bien notée, donc ce qu'on appelle les A, triple A, et d'une entreprise par exemple moins bien notée, parce que moins bien notée, parfois ça peut donner le sentiment d'entreprise qu'on ne connaît pas, alors qu'en fait c'est des entreprises qu'on côtoie tous les jours, même dans la rue. En fait, on peut voir la différence ici, par exemple, tout simplement, une entreprise, là vous avez le taux de rendement en zone euro, une entreprise bien notée, donc ce qu'on appelle investment grade chez nous, donc avec une notation assez élevée, donc avec très peu de risques de défaut, on va dire. Aujourd'hui, quand on achète une obligation, on a un taux de rendement à environ 4%. Sur des entreprises un peu moins bien notées, que nous on appelle high yield. Comme Casino par exemple, voilà, on parlera à tout le monde, une entreprise qui n'a cessé de voir son niveau d'endettement se détériorer, qui était à une époque plutôt dans la catégorie des entreprises de bonne qualité et qui a basculé dans les entreprises de mauvaise qualité. C'est un peu le cas d'école. Aujourd'hui, Casino, c'est une entreprise qui est pas bien notée et qui pourrait même être sur la situation de défaut. Donc,
voilà un exemple d'entreprise pas très bien notée. Après, dans l'univers des entreprises bien notées, on retrouve aussi pas mal de banques qui ont des niveaux de rating et de signature qui sont plutôt positives. Voilà, donc, et le taux de rendement de ce type de société-là, vous avez donc ce que disait David, hein, vous êtes obligé d'afficher une rémunération, un taux de rendement plus élevé pour que les gens veulent bien vous financer. Et donc là, on arrive avec pratiquement 2,5 de plus, puisque entre une entreprise de bonne qualité affiche un taux de rendement de 4% et une entreprise d'entreprise plus risquée, on a un taux de rendement de 6,5. Donc vous voyez bien, en bleu, c'est ce que offre un État pour se financer sur le marché. Là, on est sur des maturités intermédiaires, c'est la représentation du marché. En rouge, c'est l'écart qui est obligé de payer une entreprise pour que le marché achète son papier plutôt que d'acheter un État, et 3,6 quand on est sur quelque chose de moins bien noté. Donc vous voyez, en étant sans aller sur des entreprises très risquées, hein, on peut avoir un écart de rendement qui est somme toute assez intéressant, et surtout en se positionnant sur des maturités courtes, c'est-à-dire que voilà, à échéance 2 ans, là, vous avez ce niveau de rendement qui est optimal, et avec en plus un environnement économique qui fait que une grande partie des entreprises ne feront pas défaut à 2 ans, même en étant sur des entreprises plus risquées. Peut-être, Danaï et Michel, préciser aux participants qui peuvent aussi poser leurs questions hein, sur le chat. N'hésitez pas à écrire un petit message et poser vos questions si vous en avez. Vas-y, Michel. En tout cas, pour qu'on arrive à la fin et qu'on arrive à conclure, on voit bien qu'aujourd'hui, la performance sur 5 mois, elle est belle, elle est 3,2, c'est l'équivalent de la rémunération des fonds euros, la rémunération des comptes à terme, mais pour 1 an d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'on remplit un peu son cahier des charges. Pour autant, aujourd'hui, quand nos clients en sont porteurs, est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut les intéresser, les motiver à encore venir sur le MGP? C'est-à-dire, en gros, quelles sont pour vous les perspectives des 6 prochains mois, par exemple? Comment est-ce que vous voyez un peu les choses? Oui, alors, oui, c'est une question évidemment que tout le monde se pose compte tenu peut-être aussi du chemin parcouru sur les marchés. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est 2 choses. C'est que millésime gestion privée, vous l'avez vu, c'est un produit qu'on pourrait qualifier tout terrain. C'est-à-dire, il y a cette capacité à gérer activement les différentes expositions. On parle des expositions actions, vous le voyez à l'écran sur finalement un horizon d'un peu plus d'1 an. Le fonds a été capable d'avoir une exposition action à son maximum qui a été au-dessus de 70% et à son plus bas à 25%. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, cette capacité à pouvoir adapter la gestion à un environnement de marché donné. Ça, c'est le premier point. C'est un produit qui a cette capacité à pouvoir investir sur l'ensemble des marchés actions, développés mais aussi émergents, mais principalement, on va le donner, développés, avec un positionnement qui peut être principalement sur l'Europe, les États-Unis, le Japon et les émergents ou la Chine, comme on l'a évoqué. Donc ça, c'est le premier point. C'est une capacité à pouvoir remettre du jus ou couper excessivement rapidement, c'est-à-dire que à supposer qu'à la sortie de cette réunion, il y a un événement qui se passe, un fait géopolitique, eh bien, de façon instantanée, on a la possibilité de faire passer l'exposition à action de 40 jusqu'à son minimum qui est de 20% ou inversement de le monter. Ça, c'est le point. On a cette flexibilité sur la partie action, on a aussi cette flexibilité sur la partie obligataire. Aujourd'hui, le marché obligataire présente encore pas mal d'opportunités. Si vous faites un peu le bilan un peu long 2022, 2023, 2022, année catastrophique, 2023, bonne année. 2024, il reste
encore pas mal de jus pour rattraper ce qui s'est passé en 2022. Toujours est-il qu'il faut, comme je l'ai dit, avoir les bons segments obligataires, les bonnes stratégies, et clairement, il y a encore du… Et puis, en fait, on est aussi sur un niveau de rémunération sur des classes d'actifs obligataires sans prendre beaucoup de risques qui sont assez intéressants. Mais surtout, même en étant sur un niveau d'exposition qui serait faible parce que les marchés ont bien payé ou qu'il y a une correction, sur la deuxième partie de l'année 2024, il y a du potentiel sur des marchés qui n'ont pas encore rebondi de la même façon que le Nasdaq, à l'image de Nvidia, où les performances sont stratosphériques. Il y a, comme on l'a évoqué, les petites capitalisations, les moyennes capitalisations sont encore sur un écart de performance par rapport à un CAC 40, si on prend l'exemple de la France, sur les 2 dernières années, qui est de plus de 30%. Donc vous voyez qu'il y a, en plus de façon fondamentale, des relais potentiels de poursuite des rebonds des marchés d'actions, mais pas forcément sur ce qui a déjà bien marché. C'est ce que tu disais, Michel, hein, c'est-à-dire qu'avec ce niveau de performance, on peut s'imaginer que les marchés actions vont peut-être baisser ces prochaines semaines, les prochains mois. Et en fait, et un exemple très concret, hein, si vous prenez le marché américain, donc le S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes sociétés du marché américain, vous enlevez les 7 premières, en fait, finalement, vous n'avez pratiquement aucune performance en 2023 et 2024, en fait. Et c'est pareil pour l'Europe. L'Europe, aux États-Unis, on appelle ça les Magnificent Seven, donc les 7 magnifiques. Et en Europe, on appelle ça les granola, avec ce qui est la prononciation de chaque société. Donc, il y en a aussi un peu moins d'une dizaine. Et donc, vous enlevez ces 10 sociétés qui sont vraiment des très larges capitalisations, méga cap pratiquement. En fait, le marché action est pratiquement flat depuis 2 ans. Donc, en fait, il y a, même si le niveau de performance affiché sur les indices est vraiment important, il reste toujours un relais de performance sur les, on va dire, sur les 490 autres sociétés américaines et sur les 590 autres du stock Europe 600. Donc oui, il y a des relais Est-ce d'action et un niveau de rémunération intéressant sur l'obligataire. Vas-y, Danae. Merci. Est-ce qu'il vous est possible d'afficher dans la presse le portefeuille peut-être ou les principales positions du fonds? Vous l'avez là. À noter hein, que on est vraiment simplement qu'à 30% de fonds d'NCA, donc on est à plus de 70% en architecture ouverte. Hein. C'est pas un fonds de fonds d'NCA, c'est un vrai atout aussi de la multigestion chez nous, c'est qu'on n'est pas un fonds de la maison. On a vraiment des expertises sur toutes les sociétés de gestion qui existent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est ce qu'on vous permet aussi d'avoir hein, dans votre investissement. Et donc là, où on peut avoir des sociétés comme Lazare, on peut avoir des sociétés qui s'appellent Échitier, Score, qui est un peu moins connu, Nordea, JP Morgan, des trackers Amundi, ce qu'on appelle ETF, hein, qui répliquent les sociétés, les indices des sociétés américaines. Parce qu'on essaye aussi d'être sur l'optimisation, évidemment, de la performance et la logique de frais, elle se fait aussi par une structure à l'actif qui est sur l'utilisation de ces ETF et par l'utilisation des futurs, donc sur des produits dérivés qui permettent une gestion très active et quasiment gratuite. Voilà, vous avez En tout cas, ce qu'on doit rappeler à nos clients, c'est qu'on vous avait donné au départ ce cahier des charges-là, vous aviez accepté le deal pour aller chercher la compétence et le savoir-faire complémentaire à celui des NCA auprès de gérants de grand renom. Vous l'avez fait, on a une forte dilution, hein, on se rend compte qu'on a une forte dilution. Ce que ça sous-entend pour nos clients, c'est que si un de nos clients détient une ligne de 100 000 € sur MGP, en réalité, comme on lui explique, il détient toutes ces lignes à l'intérieur de son fonds avec des pondérations raisonnables et sur lesquelles vous pouvez agir à l'immédiat. Un autre appel pour nos clients, c'est que si vous décidez, vous,
d'intégrer un fonds qui n'est pas dans cette liste-là, vous pouvez le faire, vous pouvez l'acheter. Notre client aurait la difficulté de devoir le faire dans son contrat. Parce qu'il suffirait que le fonds désiré ne soit pas éligible au contrat pour qu'il ne puisse pas en réalité l'acheter. Donc l'avantage de votre gestion permet finalement d'intégrer quelque élément que ce soit avec la liberté qui vous appartient, sans avoir de contraintes de contenant. Et ça, c'est pas négligeable, c'est très important. On s'amuse à dire à nos gens, ça donne l'image dans une compagnie d'assurance ou dans une banque, d'avoir un cheval de Troie dans lequel on peut mettre à l'intérieur ce que l'on veut, sans forcément demander d'autorisation de référencement et d'acceptation des groupes en question. Donc, je voulais le souligner parce que il faut le rappeler. Donc, c'est l'avantage de votre travail. Et encore une fois, je vous remercie de bien respecter le cahier des charges, qui est celui qu'on s'est fixé à la création de cette idée, qui est pour nous importante, puisque c'est, je le rappelle, une stratégie d'allocation corps. Donc, je ne sais pas par quoi vous voulez conclure, David et Jean, mais si je vous laisse 2-3 minutes pour conclure, si vous voulez conclure sur quoi? Voilà, la notion de conclure, pour nous, c'est d'afficher ces messages-là. On est dans un environnement global qui présente un niveau de croissance qui est encore robuste, à l'image du marché de l'emploi. On est sur un niveau d'inflation qui a baissé, mais qui va rester peut-être structurellement plus élevé que ce qu'on a pu connaître avant les années 2020-2021. Ça crée un environnement qui est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité aujourd'hui à devoir raisonner sans s'appuyer trop sur une construction de portefeuille telle qu'on a pu les connaître pendant une vingtaine d'années, voire même plus, où il suffisait, entre guillemets, d'être acheteur d'actions, acheteur d'obligations d'État, et tout ce petit monde finalement se compensait. Aujourd'hui, l'environnement est plus complexe. Ça nécessite d'être flexible, ça nécessite aussi d'être pragmatique. Et finalement, ce véhicule, même si bien évidemment on n'aura pas toujours raison, hein, évidemment, sur nos choix d'allocation ou stratégique, en tout cas, est le véhicule qui est parfaitement adapté à l'environnement sur les marchés de demain. Cette grande flexibilité sur les différentes expositions, cette architecture ouverte, comme on a pu vous le montrer. Hein, voilà. C'est les expertises de DNCA, mais c'est aussi les expertises de nos amis de la gestion d'actifs de la place internationale. Et puis, voilà, cet attachement à essayer aussi, dans cette grande flexibilité, d'être toujours dans cette notion de préserver le capital. On a cet ADN de toujours essayer, en tout cas, de surperformer dans un environnement qui pourrait être adverse. Donc, des opportunités de marché qui nécessitent une grande flexibilité, une grande diversification, mais il y a quand même des raisons de rester positif pour l'année 2024. Il y a pas mal de relais de croissance à attendre. On a la Banque centrale européenne demain qui devrait potentiellement baisser ses taux pour la première fois. Donc, est-ce que ça sera le début d'une nouvelle ère pour les petites entreprises, comme on a pu l'évoquer? On le saura demain. Voilà, en tout cas, un produit adapté au contexte, à l'environnement actuel. Messieurs, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois dans environ 5-6 mois. Merci à tous, merci Michel, merci Danaï, merci à tous pour votre présence à ce webinaire et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.